Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers Tibiciens, bonsoir. Je m'appelle Kengmo Jean, membre de la communauté TBC du Cameroun. Notre entretien d'aujourd'hui s'articulera autour de la provenance de l'argent. Mais avant d'aborder cette thématique, nous allons dans un premier temps tenter d'apporter une définition à certains termes tels que argent, monnaie. Par la suite, nous allons voir les différentes représentations de la monnaie, puis aborder le rôle des banques afin de finir avec des notions telles que dette et richesse. Ceci pour montrer comment les systèmes financiers classiques maintiennent les pauvres dans la misère tout en enrichissant les institutions bancaires. D'où vient l'argent? Pour beaucoup de gens, l'argent et surtout son accumulation est la chose la plus importante qui soit. Pourtant, ces mêmes personnes seraient bien embêtées si on leur demandait de dire ce qu'est l'argent. Certes, l'argent permet d'acheter des biens et services, mais il s'agit là de la conséquence de sa possession et non de sa définition. Car si on n'a pas de l'argent de nos jours, on ne peut pas se soigner, ni s'acheter à manger ou se loger. En fait, l'argent n'est rien de plus qu'une convention, c'est-à-dire un système arbitraire qui, comme beaucoup de conventions, vise à faciliter les échanges entre êtres humains. Un autre exemple de convention serait les règles de la circulation routière où chacun s'entend pour dire qu'on doit s'arrêter au feu rouge et qu'on peut circuler quand ils sont verts. Qu'est-ce que l'argent? Selon le dictionnaire Larousse, l'argent renvoie à toute monnaie métallique ou tout papier-monnaie accepté comme monnaie, comme numéraire, c'est-à-dire pièces et billets de banque. Donc, ce n'est qu'une confiance. C'est également l'ensemble des valeurs, des biens. C'est la fortune. La monnaie, quant à elle, peut être perçue comme un instrument de paiement en vigueur en un lieu et à une époque donnée. Elle représente plusieurs choses. D'abord, elle peut être synonyme d'argent, mais dans le sens d'argent à monnayer, c'est-à-dire servant à acheter ou vendre. C'est le cas par exemple des opérations de bourse. Ensuite, la monnaie représente aussi la valeur caractéristique d'échanges commerciaux d'un pays ou d'une zone économique donnée. Nous pouvons citer ici comme exemple le CFA, qui a cours dans la zone CEMAC, dont le Cameroun fait partie, et certains pays d'Afrique francophone, ou l'euro pour l'Union européenne. Enfin, la monnaie est le nom donné aux pièces en circulation. Lorsque la quantité de pièces en circulation est insuffisante, on éprouve des difficultés dans les transactions. Par exemple, aujourd'hui, quand vous tendez un billet de 500, de 1000 francs ou de 2000 à un marchand pour acheter un objet dont la valeur est inférieure à celle de l'un de ces billets, la réponse est la suivante. Il n'y a pas de monnaie.
Si vous tenez à tout prix à avoir cette marchandise, vous serez obligé d'aller faire la monnaie ailleurs, moyennant 100 francs, 200 ou 500 francs selon la coupure. Tout ceci est dû à la rareté des pièces en circulation. Ceci étant, nous pouvons parler de la provenance de la monnaie. D'où vient-elle? Toute monnaie vient donc à existence sous la forme de nouveaux chiffres créditaires sur les comptes bancaires des emprunteurs. Ceux-ci vont pouvoir utiliser ces chiffres pour acheter les objets pour lesquels ils ont demandé leur crédit. C'est ainsi que dès qu'ils sont dépensés, soit pour acheter des biens ou des services, ces crédits deviennent de la monnaie pour le reste de la population. De la monnaie qui circule, sans autre garantie que la future valeur que les emprunteurs se sont engagés à créer et à étendre à la banque. Ceci nous amène à nous poser deux questions. Quel est le rôle des banques? Qu'est-ce que la richesse? La première réponse qui vient à l'esprit et qui est logique et naturelle, c'est que la banque sert à garder notre argent. Une banque, c'est comme une grosse tirelire avec des coffrets où mon argent est en sécurité. Donc, si je confie mon argent à ma banque, au moins je suis sûr de le retrouver. Il est en sécurité. Il est à moi et bien à moi. La banque me le garde et bien entendu, elle ne s'en sert pas sans mon autorisation. Si une banque se sert de mon argent sans me dire, j'ai le droit de l'attaquer en justice pour escroquerie en coaction. Donc, quand on vous dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est faux, puisque la monnaie est un outil indispensable pour qu'une société puisse procéder à ces échanges. Il est indispensable à la survie du corps social. La richesse, quant à elle, est ce qui est créé quand quelqu'un utilise son temps et ses compétences pour produire quelque chose. La monnaie, c'est un protocole d'échange, un code résultant d'un accord social, afin que les richesses puissent être mesurées et échangées entre les individus qui les produisent. À titre d'exemple, je suis producteur agricole et chaque fois que je récolte le produit de mon champ, je produis de la valeur. Mais pour que mes richesses aient de la valeur, il faut qu'elles intéressent quelqu'un d'autre que moi. Alors, ma production peut avoir une certaine valeur. Et pour que mes produits agricoles aient une valeur sur le marché, une valeur monétaire, il faut que quelqu'un d'autre en perçoive la richesse et leur accorde donc une certaine valeur de son point de vue. Bref, il faut un acheteur. La fonction de la monnaie, c'est de permettre à chacun d'échanger ce qu'il produit, comme son travail, son art, ses marchandises, bref, le temps qu'il passe et les ressources qu'il utilise pour produire quelque chose contre ce que les autres produisent. On comprend bien que le protocole d'échange doit pouvoir permettre, en théorie, d'échanger tout ce qui est disponible.
De plus, dans la réalité du système qui nous préoccupe, la quantité de monnaie en circulation n'est pas régulière. On pourrait imaginer qu'il y a quelque part dans un ministère une commission monétaire qui calcule en permanence la quantité de monnaie nécessaire en fonction des variations de la production ou même en fonction du nombre d'habitants, mais ce n'est pas le cas. La quantité de monnaie varie bien d'une année à l'autre et même d'un instant à l'autre, mais uniquement à la suite d'impulsions que personne ne maîtrise vraiment. Profit, confiance, méfiance, espérance, prévision, emprunt, renflouement, remboursement. La quantité de monnaie en circulation ne dépend d'aucune analyse sérieuse, mais seulement de l'agrégation d'un ensemble de comportements et de critères émotionnels incertains et imprévisibles. Tout le contraire d'un environnement stable, favorable au commerce, à l'investissement et au développement de l'industrie humaine. Tenez, entre 2000 et 2005, par exemple, la masse monétaire en euros a pratiquement doublé. La monnaie a été injectée en priorité dans les marchés immobiliers grâce à un optimisme irraisonné fondé sur une prévision de croissance infinie des prix immobiliers et une demande et une offre de crédit exponentielle. Après 2010, la masse monétaire a diminué, causant ainsi en cascade des effets dévastateurs sur l'ensemble de l'économie réelle. Cette situation suscite un certain nombre de questions. D'où vient l'argent quand la masse augmente? Et où va-t-il quand elle disparaît? Et si la monnaie est l'ensemble de la dette qui circule, où est vraiment l'argent? Que deviennent les économies? Et que se passe-t-il si tout le monde réclame son argent en même temps? Pour tenter d'apporter une réponse à ces questionnements, il convient de lancer un clin d'œil sur la notion de dette. Pourquoi la dette est-elle toujours si colossale? Parce que chaque centime de monnaie qui circule dans l'économie a été créé à l'origine par un crédit bancaire. Le montant de la dette globale, c'est la monnaie en circulation. Plus on emprunte, plus il y a de la monnaie. Et moins on emprunte, moins il y a de la monnaie. Dans le contexte actuel, si on remboursait la totalité de la dette, cela consommerait la totalité de la monnaie en circulation. Une personne, une famille, une collectivité, une entreprise, un État peut prendre la décision de s'endetter, mais au niveau de la société dans son ensemble, la dette n'est pas un choix volontaire. Le seul moyen de créer de la monnaie, c'est qu'il faudrait que les banques émettent des crédits et que les emprunteurs les dépensent. Cet argent deviendra alors de la monnaie qui circule et qui permet l'échange de tout le monde. Pour qu'il y ait de la monnaie en circulation, il faut que cette monnaie soit empruntée quelque part par quelqu'un. Seule la masse monétaire, la monnaie scripturale, qui réside
sur nos comptes sous forme de chiffres viennent de là. Le reste, la monnaie fiduciaire et les pièces et les billets sont fabriqués par la banque des banques, c'est-à-dire la banque centrale. Cela représente environ 50%, j'allais dire, du total. Les pièces et les billets ne sont en fait qu'une façon différente de matérialiser la monnaie et dettes qui figurent sur nos comptes. On peut donc affirmer que toute la monnaie vient d'un endettement préalable. Pour éviter ce cycle infernal et pour compenser les remboursements de crédits existants, il est donc indispensable que la population, les entreprises et les États créent en permanence de la monnaie nouvelle en empruntant sans cesse plus que ce qui est remboursé. Il y a donc création nette de monnaie uniquement lorsque les nouveaux crédits l'emportent sur les crédits remboursés. Les banques centrales et les politiciens n'ont aucun intérêt à limiter le crédit que les banques commerciales peuvent créer, puisque cela signifierait diminuer la quantité de monnaie en circulation et donc ralentir l'activité. Le niveau d'endettement ne peut pas diminuer car cela diminuerait le niveau de la masse monétaire, ce qui déclencherait une récession. La masse monétaire doit donc toujours augmenter jusqu'au moment où certains emprunteurs commenceront à faire défaut, ce qui sera le facteur déclencheur de la récession suivante. Toute cette monnaie créée par le crédit bancaire pourrait tout aussi bien avoir été créée sans dette associée et injectée dans la société, soit sous forme de dépenses publiques, soit sous forme de dividendes distribués à tous les citoyens. Si cette monnaie avait été distribuée sans dette associée, nous aurions exactement le même niveau de progrès industriel et social, mais la dette serait inexistante. Bien entendu, les banques ne seraient certainement pas propriétaires des plus gros immeubles de toutes les villes du monde et le secteur bancaire ne serait pas en position de dominer l'ensemble de l'économie mondiale et de contrôler les politiques économiques et sociales de la plupart des gouvernements nationaux comme il le fait actuellement. L'inflation, les bulles, l'immobilier. La plus grande partie des crédits accordés par les banques ces dernières décennies étaient destinés à des acquisitions immobilières. Tout cet argent déversé à un point précis de l'économie a causé une augmentation considérable des prix dans ce secteur. Comme le reste de l'économie n'a pas été évolué identiquement, le décalage entre le prix des logements et les revenus des ménages a considérablement augmenté. Mais à qui donc bénéficie cette situation? Puisque ce sont elles qui décident de ce qui va être financé ou pas, les banques ont un contrôle total, peut-être sans en avoir vraiment conscience, sur la forme de l'économie et sur la densité de monnaie qui va irriguer tel ou tel secteur ou telle région d'un pays donné. Nous avons vu, les critères de décision des banques n'ont rien à voir avec le bon fonctionnement de l'économie au sens large.
encore moins avec le bien-être futur de la société. Les critères retenus par les banques pour accorder ou refuser un crédit sont ceux qui favorisent la rentabilité de la banque et protègent sa prospérité. Des critères arbitraires certes, mais qui du point de vue des décisionnaires sont entièrement vertueux et destinés à préserver l'existence de l'entreprise et les emplois des salariés. À ce titre, l'immobilier est parfait à tout point de vue. D'abord, la sécurité dont on couvre le risque de défaut de l'emprunteur par une hypothèque sur un bien réel, exemple d'un titre foncier. Ensuite, la rentabilité et les montants créés sont en moyenne plus élevés que ceux des crédits d'équipement pour les entreprises. Les motivations penchent donc nettement en faveur de l'immobilier qui représente au final plus de 15% environ des crédits bancaires et donc de la quantité de monnaie injectée dans l'économie. Ce financement arbitraire se fait aux dépens du secteur productif. Les effets de ces pratiques sur période longue se matérialisent par exemple par la différence de progression entre les salaires et les prix immobiliers. Le consensus relayé par les médias, les politiciens et leurs conseillers en économie est que l'inflation immobilière est seulement le résultat du marché, l'effet de l'offre et de la demande. Trop de gens n'ont pas assez de logements. Cette explication est totalement vraie dans les grandes villes comme Yaoundé, Douala, où la place manque, et encore plus dans tout le reste du territoire où la construction est artificiellement limitée par des réglementations particulièrement contraignantes. L'obligation de raccorder toute nouvelle construction au réseau existant d'électricité et d'eau, etc. Tous les pays ont confié à leur système bancaire national le soin de créer la monnaie dont ils ont besoin pour leurs échanges intérieurs. Mais ce système est déséquilibré, il reprend la monnaie qu'il donne et en exige plus encore. Il n'en a jamais assez. Tout le monde a donc un besoin pressant de trouver des débouchés à l'extérieur comme à l'intérieur. La seule stratégie que les entreprises peuvent adopter pour résoudre ce dilemme, c'est de rechercher d'autres marchés et d'autres clients, garantir sans cesse, baisser les prix, produire en plus grande quantité et vendre de plus en plus loin à de plus en plus de pays différents. Sous ces conditions, les petites entreprises locales meurent les uns après les autres, avalées ou rachetées par les géants vainqueurs, et ceci même si leurs produits sont de meilleure qualité. Chaque pays étant obligé de se spécialiser, des pans entiers du commerce et de l'industrie locale disparaissent. Pour survivre, il est nécessaire de grossir, d'organiser des réseaux et des franchises, de racheter les concurrents ou de se laisser racheter. La taille fait tout, permettant à la fois la production de masse et les économies d'échelle.
Ces phénomènes se font particulièrement sentir dans le secteur agroalimentaire où des produits de plus en plus pauvres en nutriments sont produits en quantité de plus en plus importante dans des zones de plus en plus concentrées. Réussir à l'export est donc une question de survie pour les entreprises et les pays, mais il y a encore autre chose. La monnaie nécessaire aux échanges internes d'un pays donné n'est pas créée, comme on le croit intuitivement par l'État ou la banque centrale du pays, mais par le réseau bancaire. La reconnaissance des dettes signées par le client est mise à l'actif de la banque et le crédit accordé au client est inscrit au passif. La comptabilité de la banque est équilibrée. La banque conserve la reconnaissance des dettes et donne le montant du crédit au client. Il n'est à aucun transfert d'épargne à la racine de cette opération. Aucun compte n'est débité de quoi que ce soit au nom du client. L'argent du crédit apparaît simultanément à l'actif et au passif de la banque. Le client dépense son argent dans l'économie et de ce fait, le crédit devient de la monnaie qui circule. Mais la dette existe toujours bel et bien et l'emprunteur doit rendre l'argent. Cela est évidemment impossible, sachant que l'ensemble de la monnaie du pays est constitué de la même manière. Il est hors de question que l'argent soit rendu intégralement, puisque cela épuiserait l'ensemble de la monnaie en circulation, ce qui paralyserait totalement l'économie par suppression de toute possibilité de transaction. Pour que les intérêts existent, il faut que quelqu'un les emprunte et les diffuse en dépensant l'argent de son prêt. Pour qu'il reste en circulation, il faut que quelqu'un les gagne, les rende à la banque et il faut que la banque les redistribue par ses dépenses. Quoi qu'on fasse, la monnaie est intrinsèquement liée à une dette équivalente. Tant que la monnaie circule, la dette est là, en parallèle, augmentant des intérêts. Il y a en théorie assez d'argent pour rembourser le principal de la dette contractée. Mais on ne peut pas le faire et pour rembourser les intérêts, il faut en créer toujours plus. D'où la concurrence effrénée des systèmes monétaires, d'où la méfiance, d'où la pauvreté forcée pour certains et l'enrichissement sans cause pour d'autres. Tout cela est bel et bien compliqué, mais c'est le prix de la profonde inquiétude du modèle. Le mal ne peut pas se montrer en plein jour. Le secret de l'exportation forcée est donc le suivant. Si l'on réussit à vendre des biens et des services à l'étranger, on obtient en échange de la nouvelle monnaie. Cette monnaie vient du pays qui achète les biens. Mais il reste une question. Que devient la dette que les citoyens de ce pays avaient obligatoirement contractée pour disposer de cette monnaie? Est-ce que quelqu'un continue à la payer? Et si oui, qui? Voilà autant de questions. Supposons un pays exportateur et un pays importateur, donc un pays A et un pays B. Quand des biens sont exportés vers un autre pays, c'est la monnaie du pays A, par exemple, qui sert à payer la transaction.
le pays reçoit donc de la monnaie étrangère qui n'a pas cours chez lui et qui est inutilisable telle qu'elle. Mais la dette qui était attachée à ce montant de monnaie, c'est toujours le commerçant du pays B qui va devoir la rembourser. La dette attachée à cette monnaie reste dans le pays. De la monnaie est sortie du pays. Et ce même pays a moins de monnaie en circulation. Mais il a toujours autant de dettes et d'intérêts à payer. Le commerçant du pays, par contre, a reçu de la monnaie libre, de la monnaie fraîche, de la monnaie non soumise à intérêt. La monnaie qui avait été créée par crédit bancaire dans le pays visant vient circuler dans le pays. Elle est alors libre de dette. Mais comment le pays peut-il utiliser cette monnaie étrangère pour ses échanges nationaux dans son propre pays? C'est simple. Cette monnaie étrangère peut immédiatement être convertie en monnaie du pays dans n'importe quelle banque ou bureau de change sans avoir donné lieu à un emprunt préalable. C'est de la monnaie créée par importation. L'exportation est donc une stratégie gagnante. En fait, rentrer de la monnaie sonnante et trébuchante sans être obligé de l'emprunter au système bancaire de son pays, sans s'endetter, c'est l'autre pays qui prend tous les risques et qui prend toutes les pertes. Pour l'exportation, c'est tout bénéfique et il augmente sa masse monétaire sans augmenter la dette, court-circuitant ainsi la prédation de son système existant. À l'inverse, j'allais dire, un pays qui se trouve en situation de balance de paiement négatif, c'est-à-dire qui importe plus qu'il n'exporte, voit sa masse monétaire diminuer, ce qui est nuisible à ses échanges internes et le met en position d'infériorité. Il se trouve avec toujours autant de dettes et encore moins d'argent pour la payer. Ce phénomène très peu analysé a des ramifications profondes pour la santé de l'économie mondiale et autorise les prédations les plus odieuses et les plus indétectables. L'afflux de monnaie nouvelle, libre de dettes, que reçoit le pays permet à l'économie de ce pays de recevoir une injection salutaire qui augmente le pouvoir d'achat de l'ensemble de ses agents économiques. Les ventes locales sont favorisées d'autant. C'est la raison pour laquelle les pays qui réunissent à exporter dans ces conditions sont gagnants. Leurs économies sont florissantes. La croissance est au beau fixe. Ils rapportent dans leur pays de la monnaie libre qui va mathématiquement s'ajouter à la masse monétaire sans mettre en marche la pompe à finances du système bancaire local. De plus, le fait d'avoir exporté des marchandises diminue le stock de marchandises locales à vendre, ce qui permet d'augmenter encore la demande. C'est le double effet. La pompe est toujours en marche, mais ailleurs que chez nous. Dans le pays, le système bancaire fonctionne toujours et aspire son tribut sans discontinuer. De plus, les consommateurs achètent des biens fabriqués à l'étranger, ce qui entraîne que certains biens fabriqués sur place soit ne trouvent pas d'acheteurs,
soit ne seront jamais fabriqués. Plus encore, du pouvoir d'achat monétaire a quitté le pays, ce qui ne peut que diminuer encore la demande locale. Tout cela alors que la dette doit toujours être payée, avec des intérêts. C'est la double peine et perte de vente, perte de pouvoir d'achat. On comprend donc facilement que dans ce contexte, tous les pays soient en guerre permanente pour essayer à tout prix de vendre à l'étranger. Si l'on exporte plus que l'on importe, l'économie est forte et en croissance alors même qu'en termes de biens réels de pays, le pays se vide. Mais dans un système monétaire qui repose sur la dette, tous ces comportements sont parfaitement logiques. Si l'on importe plus que l'on exporte, c'est le contraire. On reçoit plein de choses très jolies, mais on exporte de la monnaie. On perd du pouvoir d'achat et on garde la dette à payer sur la monnaie sortie. La situation au départ est déjà impossible, nous l'avons vu, mais quand en plus de la monnaie déjà chroniquement insuffisante sort à grand flot, le corps s'étouffe, la demande diminue, les entreprises croulent sous le remboursement et les taxes, et c'est la crise. Les effets vertueux décrits par la théorie de l'avantage comparatif sont anéantis. Nous avons vu qu'un État fonctionne exclusivement avec les taxes qu'il prélève sur la richesse que produisent les citoyens. Qui possède vraiment le pouvoir? Le contrôle de la création de la dette par l'État permet en réalité un contrôle accru de l'ensemble de l'économie. Voilà l'engrenade dans lequel sont plongés les pays pauvres, j'allais dire les pauvres, qui croupissent du jour au lendemain dans la misère. Et c'est fort de cette situation que le TBC a été créé pour sortir les pauvres de cette misère extrême. Il est temps pour nous, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette crypto-monnaie, de s'y adhérer et de se faire la monnaie à cette période de distribution. Alors, les jours à venir, il serait heureux. Il sortira de la pauvreté. Pour la prochaine diffusion, nous parlerons de la monnaie comme modèle, comme le modèle le monde. Monnaie comme modèle du monde. Ça sera le thème de notre prochaine diffusion. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. À la prochaine diffusion.